La semaine dernière, les pays du G7 ont dit vouloir mettre en œuvre un plafonnement du prix du pétrole russe. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, en a remis une couche aujourd'hui. Et voilà ce que répond Vladimir Poutine, toujours lors de ce forum économique à Vladivostok. Il menace, encore une fois, directement l'Occident. On regarde. Vous avez posé une question sur le plafonnement des prix de l'énergie. C'est une décision absolument stupide. Si quelqu'un essaye de la mettre en œuvre, cela ne mènera à rien de bon pour ceux qui prennent une telle décision. Voilà. Et il le dit, si c'est le cas, moi je coupe complètement les vannes. Mais bon, là-dessus, il reste sur la même ligne depuis des semaines finalement. Oui, et s'il le dit, c'est probablement que c'est une bonne idée de le faire, parce que c'est qu'il le craint. Parce que sinon, il ne s'exprimerait pas de manière aussi véhémente à ce sujet. Et ça fait d'ailleurs suite à la décision des pays du G7 également de plafonner les prix du pétrole. Et ça va être très compliqué à mettre en œuvre, mais parce qu'il y a deux paramètres à conjuguer, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas continuer à remplir les caisses de la Russie, mais en même temps, il ne faut pas contribuer à une situation d'hyperinflation, notamment dans nos pays, les pays Donc vous dites occidentaux. qu'en fait, il commence à avoir un peu les pétoches, en fait, Vladimir Poutine. C'est sa seule source de revenus majeure aujourd'hui, c'est la dernière. Et comme l'a très bien expliqué Sergueï tout à l'heure, alors certes, l'Inde, par exemple, je parlais de l'Inde tout à l'heure, est passée depuis le début de l'année de 0 baril d'essence importé de Russie à 1 million de barils jour. Mais ça y est, elle est au maximum. Et donc, quand du côté, parce que du côté de l'Union européenne, l'embargo sur le pétrole entrera véritablement en vigueur à partir du 5 décembre. Donc, quand vous conjuguez tous ces facteurs, embargo, plafonnement des prix, là, ça va commencer à s'assécher, les sanctions sont... Dites les amis, on va repasser le visage de Poutine. On a montré beaucoup de vidéos ce soir. Je vous repose la question. Il est où le Poutine malade qu'on décrivait, affaibli, qui n'allait pas rester au pouvoir longtemps parce que les chacals étaient derrière lui, il avait du mal à tenir assis sur sa chaise, il tremblait. Vous voulez repasser des images là? Non. Il est où le Poutine malade? J'ai une réponse. très par bien. rapport à ça. C'est un peu bizarre, mais en fait, vous vous souvenez, le 31 juillet, la fête navale à Saint-Pétersbourg. Ouais. La veille, il y avait un Poutine malade. Le lendemain, un Poutine pétant la forme. Il y a 2 jours, on a eu Poutine à Kaliningrad qui n'arrivait pas à formuler les... Parce qu'en fait, nous, on les a écoutés en russe. Il avait du mal à formuler, à articuler. Et il était complètement écrasé. Et là, c'est un Poutine qui pète la forme. Les picouses, vous savez, il a de bons médecins. Et donc, en fait, on peut maintenir Poutine parfaitement dans le tonus. Ça, c'est une supputation, une hypothèse, une spéculation. Non. C'est pas. Vous ne savez rien, Sergueï. C'est pas une supputation, parce que j'ai travaillé avec le centre médical de la présidence de Russie. Ce n'est pas une supputation. J'ai travaillé avec le centre du comité central médical avec le Kremlin, ce qu'on appelle l'hôpital de Kremlin. Je connais tous les hôpitaux là où il est mort Gorbatchev, où j'ai rencontré Andropov. Je connais tout ce système. J'ai amené le directeur, premier adjoint de ce directeur en Suisse pour soigner Boris Yeltsin. Je connais la question. Donc, en fait, les dirigeants communistes déjà du Parti communiste Brejnev étaient mourants. Pendant 5 ans, il y avait une ambulance qui était dans chaque cortège de Brejnev, il y avait une ambulance. Et donc, en fait, je sais comment ils sont suivis. Je sais qu'il y a 15 médecins tous les jours autour du secrétaire général du parti. Et Poutine, actuellement, il est suivi par 50 médecins, y compris par les médecins israéliens, suisses, américains, anglais, français et allemands. Sergueï, tu sais, les grands dirigeants qui durent, il n'y a pas que les Russes. François Mitterrand arrive... François Mitterrand arrive à l'Élysée, il a son cancer. En 81, on lui dit, vous en avez pour 16 à 18 mois. Il vivra 16-17 ans. Parce que, on va pas en parler, mais les médecins n'ont jamais compris. Peut-être que le pouvoir permet au corps et de se mobiliser, de tenir. Et il a été suivi effectivement par des médecins, et notamment ces derniers mois, il souffre, même 4-5 ans, il souffre mort et passion, mais il reste au pouvoir. Donc c'est pas uniquement, on peut durer, mais c'est pas uniquement en Russie. Il y a un peu ça aussi, bien sûr, parce que le mental, ça compte énormément. Mais il faut savoir que la gériatrie a été née en Union soviétique. C'est d'abord par rapport à tous les bureaux politiques qu'il fallait maintenir en forme, parce que c'était des personnes assez avancées dans l'âge. On a inventé cette médecine spéciale personnalisée
personnes âgées, si je peux dire comme ça, pour maintenir en forme. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'un des budgets les plus importants en Russie, même qui dépasse le budget militaire, c'est un budget qui est destiné pour la recherche, tout ce qui concerne anti-aging, c'est-à-dire comment ne pas vieillir. Et même la grande fille de Vladimir Poutine, elle est responsable, elle est chargée de ces études au sein de l'université de Moscou pour superviser les recherches scientifiques très poussées qui travaillent sur le génome, qui travaillent sur les cellules, sur l'ADN, pour travailler et maintenir en vie le président russe. Et bien sûr, tout le cercle proche. Donc c'est tout à fait possible d'avoir quelques avancements, quelques piqûres. On reste sur des hypothèses sur ce sujet-là. Pour en revenir quand même vous allez sur énerver Sergueï. C'est pas les hypothèses. Je vous dis qu'il y a 12 hôpitaux dans le centre médical de Russie. Vous dites les hypothèses. C'est pas les hypothèses. On connaît pas sa maladie. Il y a 2000 médecins qui travaillent dans ce centre. 2000 médecins. Aidez-moi, j'essayais de ramener le débat au gaz et non pas de le relancer. Le gaz. Parce que, vous le savez, il a annoncé la semaine dernière, Poutine et la Russie, qu'il fermait les vannes du gazoduc Nord Stream. Là encore, pour des raisons techniques. Il en a remis une couche, il dit... Parce que voilà, là il vient de démentir Peskov, en fait. Voilà, Peskov qui disait... Son porte-parole. Voilà, exactement, que c'était en représailles aux sanctions. On lui dit non, il y a bien un problème de turbine. Il l'a redit aujourd'hui, on l'écoute. Maintenant, la dernière turbine est hors service. Des représentants de Siemens sont venus et l'ont regardé. Il y a une fuite d'huile. La situation est explosive et inflammable. Mais bien sûr, la turbine ne peut pas fonctionner. Donnez-nous une turbine, nous activerons Nord Stream 1 demain, mais ils ne donnent rien. Ils disent que nous utilisons le gaz comme une arme. Mais quelle arme? Ils ont eux-mêmes fait des choses et maintenant, ils ne savent plus quoi en faire. Ce sont eux qui se sont placés dans une impasse à cause de ces sanctions. Non mais il faudrait une caméra pendant qu'il y a les reportages qui passent sur les écrans parce que ici c'est folklorique. Vous avez dit on a l'impression qu'il est en train de parler de Salada. La fuite d'huile de Salada. Et vous avez expliqué qu'on aurait dit un type de chez Carglass. Il va remplacer la pièce en fait. Bon, expliquez-vous. Non mais honnêtement, c'est très important les déclarations aujourd'hui sur les sanctions. Parce qu'on n'avait pas entendu, mais honnêtement, la journée d'aujourd'hui, Vladimir Poutine, en plus il y a des questions, répond à tout. Heureusement qu'on a ces déclarations. Son côté, même pas peur, Gallagher a raison, même pas peur, c'est évidemment qu'il a peur. Ça veut dire que les sanctions commencent à produire des effets. Parce que sinon, il n'en parlerait pas. Il dirait pas, mais ça met en danger le monde entier. Évidemment, du côté des 2/3 de l'humanité qui ont peur de ne pas avoir de céréales, de gaz, de pétrole, l'Afrique, l'Asie... ils se disent, oh là là, mais Poutine a raison, on va tous mourir dans les 2 ans à venir. Donc s'il dit ça, c'est... Et l'avis des experts économiques cet après-midi, c'est que les sanctions, ça sera long, il faut le répéter, c'est pas en 6 mois, 8 mois qu'on met à terre la Russie, mais ça commence à marcher. Son côté, même pas peur, il faut comprendre l'inverse. Oui, ça commence à marcher. Peut-être d'ailleurs, juste un mot, on va l'entendre là-dessus. Il le dit, les sanctions menacent le monde, on va l'entendre là-dessus, Vladimir Poutine. L'épidémie a été remplacée par d'autres défis, également de nature mondiale, qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre des sanctions de l'Occident, de ces tentatives agressives et flagrantes d'imposer des modèles de comportement aux autres pays, de les priver de leur souveraineté et de les plier à sa volonté. Qu'est-ce que vous avez à dire, Sergueï Girnov? C'est le dernier mot par rapport à ça, parce qu'en fait, il m'énerve. Il y a une anecdote sur l'inflation. Parce que Poutine disait dans ce discours, mais vous savez, regardez cet Occident. Les États-Unis, ils crèvent sous le poids de la menace économique parce qu'ils ont l'inflation de 8%. Nous en avons 14. Attendez. Eux, c'est 8 et ils croulent. Et nous avons 14 et donc nous sommes très forts. Bah oui, mais c'est la logique Poutine, ça. Voilà. Faut s'y faire. Tout est dit. Nadejda, je vous vois souffler. Ça me fait toujours honte à voir ce président parce que je me sens toujours un citoyen russe et je vois qu'il dit pour des citoyens russes qui aujourd'hui souffrent des sanctions parce qu'il ne se dirige pas vers vous, il n'attend pas que vous allez discuter à ce soir pour décrypter ce qu'il a dit. Il dit pour des Russes que c'est pas nous qui menacent, c'est eux qui menacent. Ça veut dire qu'il
pose ces accents pour la population russe. Et pour moi, la population russe, ils sont toujours aveuglés. Bien sûr, on peut penser qu'ils sont tous malfaiteurs, qui soutiennent le régime, mais car j'ai travaillé dans la province russe, 2000 km de Moscou, je vois que parfois ils sont sincères à croire en cela parce qu'ils sont nés avec ce discours et ils vont mourir avec ce discours. Par exemple, ma mère, elle est née avant la Seconde Guerre mondiale, elle était ukrainienne. Moi, je suis moitié ukrainienne, moitié russe. Et elle toujours me dit, Nadia, je déteste des Américains à l'époque où il y avait première négociation de Reagan et Gorbatchev et les Américains sont venus en Russie, mais je déteste des Américains. Maman, pourquoi tu détestes des Américains? Mais je comprends, peut-être tu pourrais détester des Allemands parce que ton père a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale à Königsberg. Mais pourquoi? Ah, mais je sais pas, c'est toute ma vie. À partir de mon enfance, je déteste des Américains. Vous savez, c'est déjà incarné. Et Poutine, il a mis ça dans le crâne. Appuyer sur certains points pour... les réflexes de l'amour. Pour retirer ce réflexe. Et c'est pourquoi on a beaucoup d'espoir à jeunes qui peut-être n'attendent pas cette propagande contre des Américains, contre des Occidentaux. Parce que vous savez, parfois, je téléphone à ma région, Tchelabinsk, et c'est une petite vieille dame avec qui je parle, mon amie, ancienne amie. Et je lui dis, elle m'a dit, des Occidentaux, ils planifient toujours quelque chose contre nous. Mais j'ai dit, bien sûr, aujourd'hui matin, tous les citoyens de la France sont réveillés au matin en pensant, qu'est-ce qu'on pourrait faire mal à la Russie aujourd'hui? Elle m'a dit, mais non, nous sommes sûrs que c'est comme ça, parce que c'est dit pour notre télévision. Et comment vous, petite question, avec une maman très anti-américain, anti-États-Unis, comment est-ce que vous êtes sortie de ça Moi, je disais toujours, parce que même ma mère, elle est déjà née plusieurs années, mais c'était déjà l'époque de Poutine. Et elle n'aimait pas Poutine par ses actions contre médecins, parce qu'on a attendu beaucoup de réformes dans la santé publique. Elle était médecin. Et elle n'aimait pas. Et moi, j'ai toujours dit, maman, est-ce que tu voulais que les Américains te jugent que tu n'es pas bon en tant que Russe? Mais elle m'a dit, non, pourquoi? Je suis russe, je suis bon, pourquoi les Américains contre moi? Mais je dis, écoute, parce que ton président est Poutine, et ça veut dire que tu es sous Poutine, ça veut dire que tu es mauvaise, que tu es Poutine. Elle m'a dit, mais non, il faut distinguer moi et Poutine. Mais j'ai dit, écoute, il faut distinguer des Américains qui étaient à l'époque, contre qui tu as été appris à lutter toute la vie, et des Américains d'aujourd'hui. Mais notre ville est spéciale, nucléaire, on a souffert plus que les autres sphères. Ce que je voudrais dire, merci pour ce témoignage. Nadejda, ça me rappelle aussi un peu mes années en Ukraine. Le problème, vous savez, c'est quand les frontières étaient ouvertes en Russie et quand on a vu la quantité des Russes venir à l'Occident, découvrir cette vie occidentale, la vie réelle, ils ont vu, ils ont vécu, ils ont touché, goûté, ils ont participé. On s'est dit, mais le retour en arrière n'est plus possible en Russie. Parce qu'après tout ça, c'est plus possible qu'ils se laissent enfermer ou qu'ils se laissent berner par la propagande. Et on s'est tous trompés. Parce que finalement, on voit qu'aujourd'hui, c'est pire. Et pourtant, il y en a beaucoup qui voyagent, qui continuent à voyager, mais ils vivent cette double vie. C'est-à-dire, ils voyagent, ils partent en Occident, ils reviennent, ils font comme si c'était leur vie. Et même si on dit 70%, je sais que 70% de la population n'est pas venue. Mais il y a 30% qui connaissent la vérité. Et comment ça se fait qu'ils n'ont jamais fait aucune opposition? Il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien du tout. Et chaque fois, on dit en Russie, il y a... en Russie, il y avait des années libres. Bien sûr, il y a eu quelques... début des années... 91, il y avait cette ouverture magnifique. Je suis fille de cette époque. Il se trouve que je suis allé à Tchelabinsk, là où travaillait sa mère, juste en 91, qui, il faut rappeler, était une ville fermée. Puisque c'était, en fait, là où il y avait le nucléaire, c'est là où a été produite la première bombe atomique, c'était l'Institut Kourchatov, et avec, à l'époque avec Feldman, etc. Et donc, étonnamment, c'est quand même une mentalité... Moi, je l'ai découvert à l'époque, hein. C'est une ville assez mignonne, au milieu des bois, mais totalement isolée. On était les premiers Occidentaux à rentrer dans cette ville et à rentrer dans cet institut. Et les gens n'avaient pas le droit, avant, ils n'avaient même pas le droit de nous voir, de nous rencontrer, c'était interdit. Donc ils n'avaient jamais quitté votre mère, la génération de votre mère, c'était les villes les plus secrètes, les plus fermées, et vraiment
encadré. Il y avait des gens du KGB qui vérifiaient complètement les coups de téléphone, les lettres écrites. Vous aviez des numéros de téléphone spéciaux où on ne trouvait pas. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de carte, évidemment, de la ville. Dans ma ville, c'est les droits, de la même chose. Il y avait même c'était des numéros sur des codes postales. J'ai écrit un livre l'année précédente qui s'appelle Les secrets des villes fermées russes. C'était incroyable. C'est en russe, pas encore traduit en français, mais c'est exactement pour de ça. Et oui, c'était des villes complètement fermées. Et donc, on ne se rend pas compte quand même du degré d'enfermement qu'il y a eu. Et donc, il y a quand même 70% du pays où les gens ne sont jamais sortis et sont restés. Donc, je suis d'accord avec toi, là, que 30% sont sortis. Oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a... Je trouve que c'est quand même... Enfin, je ne connais aucun autre pays à ce stade, je ne connais pas la Chine suffisamment, mais honnêtement, qui était à ce point fermé longtemps et qui, en fait, vit en autarcie. Et donc, c'est pour ça aussi que la propagande marche si bien. C'est pas que... Mais bien évidemment. C'est que, en fait, c'est matricé depuis longtemps. Et ta génération, déjà, a été la première à découvrir. Donc, il y en a quelques-uns qui, finalement, de ta génération, sont partis, ont commencé à avoir des relations. Enfin, je me rappelle, les premières soirées où on a écouté des chanteurs russes, que vous compreniez qu'on avait nous aussi, ce qu'on appelait des bardes, enfin des chansons, enfin des choses qui... Enfin, tu t'en rappelles, là, on a quand même... J'ai travaillé beaucoup avec la Russie aussi, et je ne travaillais pas qu'à Moscou, Saint-Pétersbourg. Je connais toutes ces villes, j'étais à Mineral Vod, j'étais là où ancien Stalingrad, mais sauf que ceux qui n'ont pas voyagé, mais il y avait l'Occident qui venait chez eux. C'est-à-dire, il y avait les Occidentaux qui investissaient, qui achetaient les usines. Il y avait beaucoup de filiales de différentes entreprises. Ils étaient beaucoup aussi en service autour de ces Occidentaux. Ils n'ont pas voulu voir, ils n'ont pas voulu se poser des questions. Ils se sont contentés. J'accuse pas toute la population russe, mais je me pose les questions. Comment ça s'est fait qu'ils ne se sont jamais posé des questions? Mais pourquoi nous vivons comme ça? Sur TikTok, vous avez quand même pas mal de comptes, des gens qui vivent en Sibérie, mais profonde. Ils mettent juste en scène, ils montrent leur quotidien. Ils rappellent leur aussi, les amis. Oui, mais ce qui se passe, vous induisez une échelle de valeur qui pourrait signifier l'idée que toute personne venant d'une société différente et étant au contact de la vie occidentale, devrait par définition l'adopter parce que c'est mieux. Regardez, il y a des tas de gens qui viennent de pays, de sociétés traditionnelles, de pays arabes par exemple, des Saoudiens, etc., qui ont beaucoup d'argent et qui se plaisent à vivre quelque temps pour faire leurs études en Suisse, dans des écoles très chics, à Paris, à New York, qui découvrent la civilisation, les boîtes de nuit, la liberté, ce que nous appelons la liberté, ils découvrent ça avec jubilation. Et puis quand vient l'heure de rentrer au pays, personne ne leur met une Kalachnikov sous le... Voilà, ils rentrent au pays et épousent une vie plus traditionnelle qui pour nous ne correspond pas à nos standards de liberté, mais on trouve même ça un peu régressif, nous. Mais eux, finalement, ils s'en accommodent très bien. On ne parle pas la même chose, on parle de conditions économiques, c'est-à-dire la misère totale, l'absence de routes, l'absence de toilettes, l'absence de sanitaires, l'absence, tout simplement la misère. Ils voient qu'on peut vivre différemment. Et ce président, ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'il est au pouvoir. Il a eu tout l'argent du monde parce qu'il a eu les ressources illimitées. Il pouvait faire de ce pays un très beau pays quand même parce qu'il y a des ressources. Et les gens aussi, il y a quand même la culture russe. On a tous su. Mais finalement, non. Il a détruit, il a volé cet argent avec toute cette clique qui est autour. Il a kidnappé, il a détruit le pays. Et c'est vraiment l'un des fossoyeurs du pays aujourd'hui. Et justement, je dirais que c'est aussi, je finis avec ça, je dirais que grâce à cette pourrissement de l'économie russe et aussi de leur corruption permanente que nous sommes en train de gagner. Juste un petit mot sur les sanctions, puisque cette conversation est partie d'une interrogation sur l'éternel débat, l'efficacité ou non de ces sanctions. Et on passe beaucoup de temps à essayer de les mesurer, de les vérifier de manière indépendante en Russie, ce qui est très difficile puisqu'on a par exemple Yale, la business school de cette prestigieuse université américaine qui nous dit 1200 enseignes sont parties, ça représente 40% du PIB, n'arrive plus à se fournir en matières premières, en pièces détachées, il y a une fuite des cerveaux, etc. Et puis vous avez un chroniqueur, notamment ici, très connu, qui dit « Attention, il y a 100 milliards qui sont rentrés dans les caisses depuis le début de l'année grâce aux exportations d'hydrocarbures, principalement de pétrole. » Moi, je pense qu'en réalité, l'efficacité de ces sanctions, c'est en Ukraine
qu'il faut les mesurer, parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif de ces 6 ou 7 paquets de sanctions. C'est empêcher la Russie de poursuivre son effort de guerre en Ukraine. Et regardez le début de notre émission. Regardez ce dont je vous parlais, les frappes en Crimée. Poutine avait promis les feux de l'enfer. Où sont les missiles Iskander? Où sont les missiles Kinjal? Où sont les missiles... comment ils s'appellent les autres non, pas le Sarmat. Le Sarmat, c'est du nucléaire. Non, intermédiaire. Bon, en tout cas, voilà. où est la grande armée dont on parlait, etc. Oui, voilà. Donc, et la contre-offensive marche. On parlait de Kharkiv. au début de l'émission, exactement. On a un pays contre-offensive qui est à l'initiative, comme le disait Didier tout à l'heure, qui est désormais en train de dicter le tempo de cette guerre, et une Russie qui est obligée d'aller se fournir en Corée du Nord. Et puis, donc je pense... Oui. Allez-y, pardon. Non, je pense que du coup, cet objectif des sanctions, il est en train de fonctionner. Et est-ce qu'elles vont tenir, ces sanctions? On avait Hubert Védrine hier sur le plateau d'LCI, hier, en tout cas cette semaine, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui lui y croit. Il a de l'espoir et il explique pourquoi. Il y a toujours eu une petite frange disant les sanctions, ça ne marche pas bien, ça se retourne contre nous, etc., etc. Mais on n'en est pas à la remise en cause des sanctions. Si vous prenez les gouvernements, bien sûr, vous allez me dire, il y a des gens du SPD, il y a une manif à Prague, il y a ceci, cela, bientôt l'Italie, tout ça. Mais enfin, globalement, ça tient. Et moi, je pense qu'on peut tenir dans la résistance pour empêcher la Russie de gagner en Ukraine, pas pour faire la guerre à la Russie, mais pour l'empêcher de gagner en Ukraine. Je pense qu'on peut tenir si on reste sur la ligne de crête. On fait tout pour empêcher la Russie de gagner, mais on ne va pas jusqu'à la guerre frontale. Si on est comme ça, le temps qu'il faudra, longtemps, je pense que les opinions, finalement, et beaucoup de disputes tiendront. Bon. Juste un chiffre. Gallagher disait on manque de sources. J'ai une source. C'est la source officielle, le ministère des Finances de Russie, qui annonce que cette année, le budget, à partir de mois de juillet, le budget russe est déficitaire. Et là, ils sont en train de préparer le plan, le budget pour 3 ans à venir, et ils programment le déficit du budget pour 3 ans à venir. Les sanctions marchent. Et pour les 100 milliards que la Russie a gagnés avec les hydrocarbures, avec le pétrole et le gaz, le problème, c'est que dans le 3e paquet de pétrole, la Russie, on lui a enlevé le droit d'utiliser les dollars et les euros. Oui, donc elle peut gagner autant qu'elle veut, elle ne peut rien acheter avec. Donc les sanctions marchent. Nadejda, d'ailleurs, petite remarque, cette personne Turchak qui a fait cette annonce à propos de frontières qui ont rien de formel, aujourd'hui, il était encore trouvé 2 objets en possession qu'il n'a pas déclarés. C'est-à-dire qu'il est corrompu, il continue son chemin de corruption. On va espérer qu'il va encore voler tout cet argent qu'on gagne avec hydrocarbures. On vous dit, vos contacts en Russie vous disent qu'ils souffrent des sanctions directement. Ouais, c'est ça la question. Oui, parce que les gens de province, ils souffrent beaucoup, pas des médicaments. Les prix sont augmentés. Et maintenant, on attend que les gens vont rentrer des pathogènes parce que cette saison qui se termine en Russie maintenant, c'est exactement moitié de septembre, 1er octobre. Et il va découvrir tous ces besoins qu'ils ont. Et surtout les licenciements en nombre, les usines qui ferment, donc ils n'ont plus l'accès. Il n'y a pas de soutien aussi pour les chômeurs comme en France, par exemple, en Union européenne. Et la personne reste toute seule avec quelques roubles et ça va être très difficile de survivre parce qu'il n'aura même plus de potager pour hier, ils m'ont dit qu'il y a déjà de délais pour payer des retraites, certains jours. Des retards. Oui. Mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a un chiffre qui est sorti hier et c'est pour ça qu'on les sanctions, on a du mal pour l'instant à voir vraiment. Alors il y a un impact, ce que vous avez dit, mais ça va prendre du temps pour vraiment sentir le poids. Quand on voit ce chiffre, 158 milliards, ça correspond aux ventes russes d'hydrocarbures. C'est le chiffre qui est sorti hier, pétrole et gaz. Voilà, ça fait mal de voir que ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Oui, c'est-à-dire que en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que très bien, les caisses sont remplies, mais pour acheter quoi? Manifestement, il n'est plus en mesure de se fournir. Alors, on nous apprend que la Chine est en train de vendre des semi-conducteurs à la Russie, puisque vous savez que ces parties sont nécessaires notamment pour construire du matériel militaire, notamment des missiles. Ce n'est pas de la même qualité que ceux qui sont fournis par Taïwan. Donc, voilà, je pense que ça n'est pas une solution, ça n'est pas une panacée. Voilà. Autre actualité dont